Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Sud Radio. Nous sommes le 28 décembre et c'est la pire semaine de l'année pour tomber malade. Entre la grève des médecins généralistes qui réclament notamment de doubler le tarif des consultations, les hôpitaux qui sont en surchauffe, les épidémies de Covid, de grippe, de bronchiolite, sans oublier les pénuries de médicaments. Un seul conseil, prenez soin de vous, restez en forme. On sera en direct avec le professeur Bruno Megarban dans un instant. Jusqu'où ne pas aller trop loin dans notre soutien militaire à l'Ukraine? Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est à Kiev aujourd'hui. La France assure de continuer à fournir la résistance ukrainienne. L'Ukraine en demande toujours plus et multiplie les attaques sur le sol russe. Nous en parlerons avec le général Trinquant et vous pouvez évidemment sur ce sujet comme sur tous les autres réagir au 0826 300 300. À partir de 11h, notre grand débat sur l'état de l'opinion concernant la réforme des retraites. Une majorité de Français se dit opposée au recul de l'âge légal. Les syndicats sont vent debout, mais Emmanuel Macron en a fait le marqueur de son second quinquennat. Les retraites seront-elles le déclencheur d'une révolte en 2023? Qu'en pensez-vous? Vous nous appelez là aussi au 0826 300 300. À partir de midi, deux sujets vont nous occuper. Tout ce qui attend les automobilistes en 2023, et ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Et puis les théories du complot qui ne se sont sans doute jamais aussi bien portées. On sera avec Michel Mussolino qui publie le guide du parfait complotiste. Si vous faites partie des 9% de Français qui pensent que la Terre est plate, soyez au rendez-vous. 0826 300 300 sur tous les sujets, vous êtes les bienvenus. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Je le disais, c'est la pire semaine pour tomber malade entre la grève des médecins libéraux, les pénuries de personnel à l'hôpital, le Covid, la grippe, la bronchiolite. Vous êtes donc prié de garder la forme. Dans cet entre-deux-fêtes, même SOS Médecins peine à sortir la tête de l'eau. On fait donc un point ce matin sur les constantes vitales de ce grand malade qu'est notre système de santé. Et on accueille le professeur Bruno Megarban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris dans le 10e. On a l'impression que le système de santé en France est en état de crise permanent. Oui, vous avez raison. En fait, nous travaillons en situation de crise très régulièrement, quasiment en continu depuis 4 à 5 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul moment où nous ne faisons pas des situations d'exception. Et en fait, lorsque une pression plus importante arrive, parce qu'effectivement, il y a une circulation d'un virus hivernal ou de la Covid, nous devons, en raison du manque du personnel, en raison de manque de lits, nous devons prendre les patients en charge de façon moins optimale. Vous voyez, par exemple, j'étais de garde cette nuit, j'avais 4 patients au sein même de l'hôpital Lariboisière qui relevaient d'une admission dans des lits de soins critiques. Je n'en avais pas de place et donc j'étais obligé de les gérer soit sur des brancards aux urgences, soit dans des lits de services de médecine qui ne sont pas adaptés à leur situation. Le ministre de la Santé, François Braun, qui était à Annecy ce matin, a dit qu'il s'attaquerait le mois prochain, en janvier, donc à la refondation globale du système de santé, après avoir tenu compte des échanges au sein du Conseil national de la refondation. Est-ce qu'on en est encore à l'heure de faire le bilan ? Oui, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Je crois que malheureusement, pour nous, le bilan est très clair. On sait depuis maintenant plusieurs années que l'hôpital a un problème structurel de fonctionnement, que ce soit en termes de capacitaire, mais également en termes de gestion et de gouvernance. Il faut en fait, comme vous l'avez dit, refonder le système. D'ailleurs, pas seulement l'hôpital public. On voit même que la médecine libérale est en souffrance avec la grève que les médecins libéraux sont en train de conduire. Il faut tout revoir. Je crois que nous avons l'argent sur la table. Simplement, l'argent va dans des investissements qui ne correspondent pas aux besoins, avec une administration hypertrophiée qui a toutes les manettes de la décision en main et des décisions qui sont prises par des personnes coupées du terrain, des réalités, qui prétextent une médecine ambulatoire pour continuer à réduire malgré la démonstration éclatante avec la Covid-19 du besoin fondamental
de lits à l'hôpital public. Vous dénoncez en effet le poids de cette bureaucratie et en même temps, on a tendance à se dire que mal soigner les patients finit par coûter plus cher. Vous avez raison, plus on tarde d'ailleurs à régler le problème, à faire cette refondation, et plus on va devoir faire des plâtrages avec des investissements financiers. Et donc, au total, la facture sera plus lourde. En fait, il faut revoir toutes les valeurs fondatrices médicales du soin. Aujourd'hui, la majorité du personnel, notamment paramédical, mais aussi de plus en plus de médecins, elles sont totalement démotivées. En fait, les relations avec le patient, le parcours de vie n'est plus la priorité. On s'occupe essentiellement d'actes techniques, avec une priorité donnée au volume, aux actes de soins, et pour variable d'ajustement de l'équilibre budgétaire, le nombre de lits et le nombre de personnel. Et de fait, en fait, eh bien, personne n'est satisfait, les conditions de travail sont difficiles, ce d'autant plus évidemment que la situation se complique parce qu'il y a évidemment une modification de l'épidémiologie, de la sociologie de la profession médicale et paramédicale qui fait qu'aujourd'hui, contrairement au passé où nous acceptions de travailler des dizaines d'heures d'affilée sans contestation, aujourd'hui les plus jeunes veulent une qualité de vie, veulent travailler dans les mêmes normes que le reste de la population. Professeur Megarban, je rappelle que vous êtes le chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. On est justement en train de construire en ce moment ce qu'on appelle le nouveau Lariboisière. Inauguration prévue en 2024. 400 millions investis dans les travaux. Est-ce que du coup, avec cet équipement flambant neuf, vous aurez plus de lits ? Non seulement nous n'aurons pas plus de lits, mais nous allons avoir 30% de lits de médecine d'aval en moins. C'est une catastrophe de santé publique. C'est quelque chose qu'on a dit à l'ensemble des directeurs des hôpitaux depuis plusieurs années. Ils ne nous ont pas entendus. Et pourtant, la crise Covid est arrivée, nous avons répété les messages, ils ne nous ont toujours pas entendus. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le capacitaire exact de l'hôpital Lariboisière, du nouveau Lariboisière. Très clairement, le nombre de lits est revu à la baisse avec cette fameuse idée de médecine ambulatoire. Mais quiconque de logique viendrait faire un tour dans les lits d'hospitalisation de médecine à l'hôpital Lariboisière verrait qu'il n'y a aucun patient hospitalisé qui peut être géré en médecine ambulatoire. Donc, la réduction de 30% des lits d'hospitalisation, si elle était maintenue malgré toutes les évidences, conduirait à une catastrophe sanitaire dans 2 ans, prévue dès aujourd'hui. Et pourtant, l'argent est là, 400 millions investis pour ce nouvel hôpital. Oui, l'argent est là, mais les autorités nous répliquent que si nous contestons le nombre de lits, nous mettons en péril le projet. Donc, nous risquerions de nous retrouver dans les mêmes bâtiments donc vieillissants d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, il y a un certain chantage, si vous voulez, pour accepter finalement cette réduction de lits. Mais malheureusement, nous sommes en train de construire une médecine à double vitesse, c'est-à-dire un hôpital public aux capacités extrêmement réduites qui sera très probablement réservé aux personnes sans moyens, SDF, ou aux pathologies extrêmement graves et complexes. Et puis, le commun des mortels qui a la sécurité sociale, qui a une pathologie classique, rentable, ira en clinique privée. C'est la médecine à double vitesse qui est en train de se construire sous nos yeux. Venons à cette grève des médecins de ville. C'est vrai que cette semaine, à moins d'avoir un copain médecin dans son carnet d'adresse, il ne faut pas espérer de rendez-vous rapide. Vous comprenez le mouvement de vos confrères libéraux où vous leur en voulez un peu, ne serait-ce que du timing de ce mouvement ? Alors, je peux pas dire que je leur en veux. Bien sûr, je comprends leurs revendications. François Braun, le ministre de la Santé, disait ce matin que c'était malvenu, cette grève, en ce moment, entre les fêtes. Je suis tout à fait d'accord, c'est très malvenu. Je crois que ils auraient pu faire une grève, un peu comme nous le faisons à l'hôpital depuis quelques années, c'est-à-dire être en grève, mais malgré tout ouvrir leur cabinet. Car, effectivement, nous sommes dans la pire période, c'est-à-dire la période hivernale, avec des épidémies importantes, avec un personnel
pour part en vacances, avec des difficultés, on va dire, matérielles et organisationnelles, et donc c'est vraiment pas le bon moment. Maintenant, je comprends leurs revendications, leurs difficultés. J'ai de la peine à croire que le tiers de médecins généralistes qui ont souhaité se mettre en grève font une grève du zèle. Je crois qu'effectivement, malheureusement, l'installation en libéral est de plus en plus difficile, avec des coûts fixes importants. D'ailleurs, seuls 10% des étudiants formés en médecine censés s'installer finissent par s'installer. Ils ont aussi besoin, comme nous, à l'hôpital, d'un choc d'attractivité, avec une administration et une paperasserie probablement envahissante. Ils ont besoin de pouvoir engager des aides administratives, mais tout ça doit être vu avec l'assurance maladie, négocier tranquillement, peut-être à distance de cette période extrêmement difficile. Ils ont choisi de faire la grève actuellement. Bon, on voit bien que pour pouvoir se faire entendre, il faut évidemment se mettre en grève dans les moments critiques, un peu comme font d'autres professions. Je ne peux pas dire que j'approuve ce système, mais je le comprends. Maintenant, j'espère que le sens de la responsabilité va l'emporter, que ce soit du côté des médecins libéraux, du côté de l'administration ministérielle, du côté de la caisse d'assurance maladie, et qu'un accord très rapide sera trouvé et que la grève pourra s'arrêter, car malheureusement les urgences sont envahies de personnes qui au final ne devraient pas venir aux urgences. Car, mais que faire? Probablement donner quelques conseils, c'est-à-dire premièrement, si vous avez tout simplement l'impression d'avoir une grippe, un syndrome viral, eh bien restez à la maison, prendre du paracétamol, bien s'hydrater et attendre patiemment que les choses se passent. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de différent, d'un peu plus sérieux, appelez le 15 pour avoir des conseils médicaux, peut-être une orientation vers les quelques cabinets de médecine générale ouverts, voire vers SOS Médecins. Et puis évidemment, si vous sentez qu'il y a une gravité quelconque, là bien sûr venir aux urgences et vous serez pris en charge, malheureusement dans des conditions difficiles, par un personnel fatigué. Mais nous sommes là, évidemment, nous continuons à prendre en charge tout patient qui se présente aux urgences, sans faire de tri dans la mesure du possible, même si nous reconnaissons que les conditions de travail et les conditions de prise en charge ne sont pas optimales. Un autre sujet de préoccupation en cette fin d'année, c'est la pénurie de certains médicaments dans les pharmacies. Vous parliez tout à l'heure de paracétamol et d'antibiotiques. Ça vous concerne également, cette pénurie à l'hôpital ? Alors, la pénurie de paracétamol et d'amoxicilline est moins importante à l'hôpital, même s'il y a des difficultés d'approvisionnement. En fait, c'est essentiellement les formulations orales qui sont problématiques. À l'hôpital, bien sûr, on a recours à des formulations intraveineuses qui existent. Et puis surtout pour l'amoxicilline, nous avons des tas d'autres alternatives d'antibiotiques par voie intraveineuse. Donc, ça n'est réellement pas une menace immédiate, ce d'autant plus que l'amoxicilline reste à l'hôpital un antibiotique plutôt rarement prescrit, car les infections se font à des bactéries résistantes généralement à l'amoxicilline. Malgré tout, à l'hôpital, il y a d'autres manques de médicaments. Donc, vous voyez, là, la problématique est générale. Des médicaments parfois même vitaux. Vous voyez, par exemple, nous manquions jusqu'à il y a quelques jours d'un médicament pour accélérer le cœur lorsqu'il y a un trouble de conduction cardiaque. Nous manquions de médicaments pour liser le caillot en cas d'embolie pulmonaire grave. Et donc, évidemment, dans ces conditions, nous sommes là aussi obligés de bricoler avec des alternatives non optimales. Un mot du Covid, un mot de la grippe. Est-ce qu'on a passé le pic dans les deux cas ? Alors, pour la Covid, oui, nous avons passé le pic. L'épidémie, avec ce nouveau variant BQ.1.1, est en cours de régression. Comme vous l'avez remarqué, cette vague a été finalement d'une faible ampleur grâce à l'immunité collective acquise à la suite d'une bonne couverture vaccinale et des infections par Omicron antérieurement. Donc actuellement, les contaminations régressent bien. Les admissions nouvelles à l'hôpital se font de plus en plus rares. Malheureusement, comme vous le savez, nous sommes sous la menace d'un nouveau variant dans les semaines ou mois qui viennent. Avec l'explosion des cas en Chine. Alors pour la grippe, notamment l'explosion des cas en Chine pourrait favoriser l'émergence de variants. On espère évidemment que ce sera des sous-linéages
d'Omicron, donc des variants de moindre virulence, en tout cas pour lesquels la vaccination confère une protection contre les formes graves de la maladie. Rapidement sur la grippe, oui. Alors, concernant la grippe, là, pas du tout. Nous sommes même au début de l'épidémie, c'est-à-dire nous sommes dans la phase de progression exponentielle. Donc, les cas de contamination ont été multipliés par 50% en une semaine. Les cas de consultation à l'hôpital et d'admission à l'hôpital ont été doublés en une semaine. Et c'est une croissance exponentielle qui va se poursuivre dans les jours et semaines qui viennent. Donc, nous sommes tout au début du démarrage épidémique et si l'on croit ce qui s'est passé aux États-Unis et dans l'hémisphère sud, l'épidémie sera plus importante quantitativement et on l'espère peut-être moins, pas plus grave que d'autres épidémies, mais malheureusement le système hospitalier fragilisé aura du mal et va souffrir pour lutter et pouvoir prendre en charge l'ensemble des patients. Et rappelons qu'il n'est jamais trop tard pour aller se faire vacciner. Merci beaucoup, professeur. Vous avez tout à fait raison, c'est un point essentiel. C'est-à-dire, si vous voulez ne pas faire de grippe symptomatique, si vous voulez ne pas venir à l'hôpital, vaccinez-vous pendant une semaine. Mettez un masque dans les lieux clos à risque de contamination et vous passerez l'épidémie en toute sérénité. Merci beaucoup, professeur Bruno Megarban. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on fera un point sur la situation en Ukraine alors que le ministre français des Armées se rend aujourd'hui à Kiev. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Il est 10h47 sur Sud Radio. Faut-il livrer toujours plus d'armes à l'Ukraine? Jusqu'où peut-on aller dans le soutien militaire à Volodymyr Zelensky et au peuple ukrainien? L'aide occidentale militaire peut-elle être décisive face à l'offensive russe? Et quel est ce matin, un peu plus de 10 mois après l'assaut lancé par Vladimir Poutine, quel est l'état des lignes de front de ce conflit qui, d'après les chiffres que vient de publier les Nations Unies, a fait au moins 7000 morts. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, se rend aujourd'hui en Ukraine. Il rencontrera son homologue ukrainien. Quel est le but et le sens de cette visite? Pour en parler, nous sommes ce matin avec le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies. Alors, Sébastien Lecornu en visite à Kiev aujourd'hui. Il va rencontrer son homologue ukrainien. Sur le plan militaire, où en est-on de l'aide française à l'Ukraine aujourd'hui? Alors écoutez, l'aide française à l'Ukraine a beaucoup augmenté. Elle a commencé par la livraison des canons César qui ont été qui ont reçu une publicité importante à la fois de la part de la France, mais bien sûr de la part des Ukrainiens. Des véhicules de l'avant blindé dont on a beaucoup moins parlé, mais qui permettent à l'infanterie de progresser sous blindage, donc c'est assez utile. Ensuite, les SATCP, les missiles antiaériens de courte portée, les missiles Crotale qui ont été fournis il y a peu, et puis des lance-roquettes multiples, l'équivalent des HIMARS, si vous voulez, qui ont été fournis également. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus l'aide qui est moins visible, mais qui est l'aide en renseignement, en particulier par les satellites d'observation, qui fournit beaucoup de renseignements à l'Ukraine. Donc la France est en première ligne dans l'aide à l'Ukraine dans cette guerre contre l'invasion russe, avec des moyens qui sont toutefois les moyens limités, puisqu'il faut rappeler que la France, pendant 25 ans, avait baissé la garde, avait diminué ses investissements et n'a augmenté ses investissements dans la défense que depuis 5 ou 6 ans. Donc, il faut souligner aussi que la France est impliquée dans le cadre de l'OTAN, donc l'armée française cette fois-ci, et pas seulement les armements français, aussi bien en Roumanie, en Lituanie qu'en Estonie. Et la France a, dès le début de la guerre, déployé des unités sur la ligne de front de l'OTAN, et ce qui était une manœuvre majeure pour la France. Et Emmanuel Macron a dit cette semaine que la France allait continuer à livrer des armes à l'Ukraine et notamment à nouveau des canons César qui vont être prélevés sur une commande passée par le Danemark. Est-ce que ce qu'on livre à l'Ukraine ne risque pas de nous manquer à un moment ? Alors vous avez raison, il faut y prêter attention. C'est pour ça que la discussion sur les 200 chars Leclerc est à mon avis une discussion qui ne tient pas, puisqu'il faut rappeler que nous avons 200 chars Leclerc et que les chaînes sont arrêtées. C'est-à-dire que tout char que nous fournirions ne serait pas remplacé, ce qui n'est pas le cas pour les César. Rappelons-le.
Ensuite, les Crotales étaient des missiles qui allaient disparaître de l'arsenal français. Donc, il faut faire très attention, effectivement, parce qu'en même temps que nous livrons de l'armement à l'Ukraine qui mène le combat en première ligne face à la Russie, et nous nous préparons au cas où il y aurait une dégradation de la situation pour défendre les frontières de l'OTAN et donc indirectement la France, bien entendu. Et dans ces livraisons d'armes à l'Ukraine, est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser ? Alors la ligne rouge, en fait, ça correspond aux frontières. La frontière de l'OTAN est à ne pas dépasser pour les Russes. La frontière de la Russie est à ne pas dépasser pour les matériels qui sont fournis par l'OTAN. C'est pourquoi les Ukrainiens, lorsqu'ils l'ont fait récemment, sur des bases aériennes qui sont dans la profondeur à 500 ou 600 km de la frontière avec l'Ukraine, donc dans la profondeur du territoire russe, en fait, utilisent des matériels directement fournis par l'Ukraine, ancien matériel soviétique, disons, des drones Tupolev, et non pas des matériels fournis par les États-Unis, par exemple. Justement, les États-Unis s'étant limités dans la fourniture des HIMARS à ceux qui tirent à 80 km, pour ne pas donner ceux qui tirent à 350 ou 400 km. Justement, ces incursions ukrainiennes en territoire russe qui se multiplient, sont-elles des coups de force isolés ou une stratégie ? Je crois que c'est une stratégie à double entrée. La première, de marquer que les Russes sont vulnérables, et la deuxième, de marquer que les Russes ne sont pas seulement à l'initiative, mais que les Ukrainiens le sont également. Vladimir Poutine a pour la première fois tout récemment prononcé le mot guerre, plutôt qu'opération spéciale. Est-ce que ça change quelque chose, ce vocabulaire ? Si je voulais employer le mode comique, je dirais, eh bien, Monsieur Poutine devrait aller en prison, puisque c'est lui qui a décidé que on ne citait pas le mot guerre et qu'on pouvait avoir jusqu'à 15 ans de prison si on le citait. Non, je crois qu'il se rend compte de la réalité des choses. Il a évolué dans son monde jusqu'à maintenant, il voit bien que c'est la guerre. D'ailleurs, il a fait un très grand discours devant les militaires en disant qu'il orientait la Russie vers une économie de guerre, un peu différente de celle que nous déclarons à l'Occident, parce que l'économie de guerre en Russie, ça veut dire la mainmise beaucoup plus lourde du pouvoir poutinien sur la société russe, mais aussi le travail dans la durée, parce qu'il espère que dans la durée, les Occidentaux se lasseront, que les Ukrainiens seront exsangues et que donc il pourra gagner la guerre dans la durée. Alors, Moscou se barricade, j'ai envie de dire. La Russie vient d'allouer plus de 450 millions d'euros pour la construction de fortifications dans ces régions frontalières avec l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre russe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça a un sens? Eh bien, ce que ça m'inspire d'abord, c'est que la Russie, qui était dans la phase offensive à peu près jusqu'à l'été, a réalisé qu'elle ne pouvait plus avancer et donc elle se fortifie de façon défensivement. Voilà ce que ça m'inspire. Sur le terrain, on a l'impression que depuis plusieurs semaines, les lignes de front sont plus ou moins gelées. Oui, alors le terme de gelée est intéressant parce que ça correspond effectivement à des lignes gelées précisément parce que le gel n'est pas là. Je m'explique. Les Ukrainiens ont annoncé une offensive, une troisième offensive après celle de Kherson et de Kharkiv, et qui pourrait être dans la zone entre Zaporijjia et le Donbass. Or, pour cela, pour que les blindés puissent se déployer, il faut que le sol soit très gelé. Or, malheureusement, la météo actuellement en Ukraine n'est pas très froide, et donc le sol n'est pas gelé. Donc, eh bien, les lignes sont figées à hauteur globalement de ce qui s'était passé en 2014. Et les Ukrainiens défendent leur position, extrêmement bien préparée. Les Russes mettent des forces majeures, et en particulier avec Wagner dans la région de Bakhmout, pour essayer d'enfoncer les lignes. Donc c'est un espèce de bras de fer qui fait que les forces progressent très peu dans ces régions-là. Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a déclaré que les États-Unis avaient l'intention d'éliminer physiquement Vladimir Poutine. Est-ce que ça serait envisageable d'en avoir l'idée? D'en avoir l'idée, tout le monde en a l'idée. J'allais dire peut-être même un certain nombre de Russes. Parce que cette guerre, il faut le rappeler, c'est la guerre de Poutine. C'est lui qui l'a décidé tout seul. Et c'est lui qui persiste et signe alors qu'on voit bien qu'il est dans une impasse. Donc tout le monde peut penser que en supprimant Poutine, on réglera le problème, ce qui n'est pas tout à fait évident. Mais
tout le monde peut y penser, mais pour l'instant, rien ne montre que des éléments ont été mis en place pour l'éliminer. L'Ukraine parle à nouveau de paix. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a parlé lundi d'organiser un sommet pour la paix en février avec l'ONU comme médiateur. Est-ce qu'on peut y croire? On peut espérer? Il faut toujours parler de la paix, il faut envisager la paix. Le seul problème, c'est qu'il faut que les Russes y soient prêts. Or, les Russes, même s'ils disent qu'ils sont prêts à négocier, ils disent qu'ils sont prêts à négocier à leurs conditions, qui sont naturellement inadmissibles par l'Ukraine. Donc, il va falloir voir comment ce rapport de force se termine et à quel moment les Ukrainiens penseront qu'ils ont gagné et les Russes penseront qu'ils n'ont pas perdu. Et à ce moment-là, peut-être qu'une négociation est envisageable. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies. Restons du côté de la Russie. C'est l'ancien président russe et un très proche de Vladimir Poutine, Dimitri Medvedev, qui vient de livrer ses prédictions pour 2023. Et le moins qu'on puisse dire, Maxime Trouleau, c'est que c'est surprenant. Oui, tweet surréaliste ou peut-être même simple provocation. En tout cas, voilà ce que prédit l'ancien président russe, notamment la création d'un 4e Reich avec l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie et la République de Kiev. Il dit aussi que la France va entrer en guerre avec ce 4e Reich. Je continue, une guerre civile va éclater aux États-Unis. Elon Musk deviendra président. Le FMI, la Banque mondiale vont s'effondrer. Puis l'Union européenne et l'euro vont aussi disparaître. Quoi d'autre? Eh bien que la Pologne va occuper une partie de l'Ukraine. Bref, Dimitri Medvedev qui accompagne ses tweets de ces quelques mots. Beaucoup émettent des hypothèses futuristes comme s'il fallait trouver les plus folles, voire les plus absurdes. Voici mon humble contribution, a-t-il tweeté. Un tweet vu quand même par 35 millions de personnes. Hallucinant, en effet. Ouais. Merci Maxime. On se retrouve après les infos de 11h pour parler d'un sujet qui vous concerne forcément d'une manière ou d'une autre, les retraites.